Merci d'être venus nombreux ce soir pour ces premières rencontres Laser Paris. Je suis Jean-François Sens, directeur artistique du fonds de dotation Agnès B. On est ravis de vous accueillir ici ce soir au siège d'Agnès B pour cet événement en partenariat avec Leonardo et la Diagonale Paris-Saclay. Je vais juste dire 2 mots d'introduction avant de passer la parole à Annick Bureau qui va présenter et animer les débats de ce soir. Alors, il y a quelques jours, on m'a posé une question assez étrange. On m'a dit comment ça se fait que Agnès B s'intéresse au rapport art-science. Vous êtes actif dans plein de domaines, la création contemporaine, le social et l'humanitaire, l'écologie à travers le projet Tara. Pourquoi vous allez en plus inviter un événement comme Laser ? J'étais un peu surpris parce que la réponse tombe un peu sous le sens, selon moi. On s'intéresse au rapport art-science parce que c'est un territoire qui représente plein de potentiel, plein de potentialités et un territoire vraiment très fertile en matière d'innovation, d'expérimentation. Et on pense que c'est par le métissage des cultures, des disciplines et des pratiques qu'on fait progresser à la fois la connaissance, la création et les grands débats de société. Juste 2 mots encore pour vous présenter les 2 fils rouges un peu qui sous-tendent la programmation qu'on a établie ensemble avec Annick Bureau de Leonardo et Pauline Dorkel de la Diagonale. Le premier fil rouge, c'est les projets de la Diagonale. En fait, dans chaque rencontre Laser, il y aura au moins un projet qui est soutenu par la Diagonale Paris-Saclay, qui est un pôle de recherche universitaire qui travaille dans le domaine art-sciences, société, depuis plusieurs années et qui soutient beaucoup de projets très qualitatifs qui associent des artistes et des scientifiques. Pauline vous en dira un mot plus détaillé tout à l'heure. Et le deuxième fil rouge, il est plus d'ordre thématique en préfiguration d'un projet qui s'intitule Transition, une esthétique de l'Anthropocène qu'on prépare actuellement pour 2018. On a choisi de sélectionner à chaque fois au moins un projet qui est en rapport avec les problématiques de l'Anthropocène, de la transition écologique, du rapport au vivant, à la biodiversité, etc. Voilà, maintenant je passe la parole. Donc je vais présenter notre duo-trio effectivement. Donc Marion Lavaljanté qui est artiste plasticienne et qui forme le duo art orienté objet avec Benoît Mongin qui se cache au fond. Et donc c'est pour ça que c'est un duo-trio. Donc Marion est connue entre autres, en tout cas une de ses œuvres qui a eu un très fort retentissement et la performance que le cheval vive en moi, où elle s'est fait injecter des immunoglobulines, impossible à dire ce mot-là, de sang de cheval, donc qui a été raccourci en transfusion de sang de cheval, mais c'était sous une forme tout à fait particulière. Donc les thématiques abordées dans sa création, je vais quand même faire bref parce que je pense qu'elle va nous les présenter ensuite. C'est tout un ensemble d'œuvres portant sur les sciences du vivant au sens large, bioart mais pas uniquement, sur l'éthologie également, et sur l'écologie aussi, et je dirais peut-être également une part d'anthropologie dans sa création artistique qui prend des formes multiples dans ses matérialisations au travers de différents médiums et différentes formes d'expression. Sylvie Lautru est microbiologiste, elle travaille en biologie de synthèse à l'Institut de biologie intégrative de la cellule, donc laboratoire sous direction du CNRS, du CEA et de l'Université Paris-Sud. Donc ce projet-là est un projet soutenu par la Diagonale Paris-Saclay. Donc je le formule de cette manière-là. Sylvie travaille sur des bactéries qui nous soignent. Donc qui s'appellent entre autres bactéries des Septromys, et ce sont des bactéries qui produisent des molécules antibiotiques ou anticancéreuses. Et son travail est de développer
une recherche autour de ces choses-là. Donc, elle a participé également au projet iGEM, qui est un projet de compétition, de concours mis en place par MIT, précisément sur la biologie de synthèse, et qui est un concours d'étudiants de manière générale. Voilà. Alors maintenant, je vais leur laisser la parole. Voilà, il s'agit donc d'un projet en art et biologie synthétique. La biologie synthétique en art, c'est finalement quelque chose d'assez récent, puisque il a commencé à y avoir des expositions de art et biologie synthétique il y a seulement 3-4 ans, et disons que jusque-là, on avait surtout affaire à de la biologie plus traditionnelle. Oups. Alors, le projet dont on va parler là, ça, ah oui, ok. Donc, le projet s'appelle Holy Colis, le colis sacré. Ce qui peut aussi se traduire par All E. coli, tout est fait avec de l'Escherichia coli, parce qu'il s'agit d'un projet de biologie synthétique qui porte sur la transformation d'une souche d'Escherichia coli. Voilà, et évidemment le sous-titre est la souris en odeur de sainteté. Alors, je vais peut-être d'abord... voilà. Effectivement, ça fait un certain temps maintenant, presque 20 ans, qu'on travaille sur des questions art biotechnologiques. On a commencé, je dirais peut-être même plus, enfin avant, puisqu'on faisait déjà des biopsies ou des choses comme ça, comme démarche artistique, ce qui était assez difficile à exposer et assez peu compréhensible. En fait, les premiers travaux qu'on a pu exposer en art biotech étaient nos cultures de peau, parce que là, on rentrait dans... une démarche qui était, on va dire, peut-être plus anthropocentrique et plus facile à comprendre par le milieu de l'art. Donc, c'est des pièces assez anciennes, parmi lesquelles vous pouvez voir qu'on a toujours eu une préoccupation pour l'animal de laboratoire, puisque dans le processus de ces cultures de peau d'artistes, il s'agissait notamment de voir si notre peau avait une bonne faculté de croissance en milieu artificiel, et ça commençait par être testé avec une greffe sur une souris. Donc c'était d'autant plus étrange que pour pouvoir accéder à ce type de recherche à l'époque, il fallait montrer patte blanche et appartenir à des laboratoires anti-vivisection, sans quoi on n'avait pas d'approche possible de ces laboratoires. Donc là, vous avez une culture de peau qui, pour nous, était très intéressante parce que c'est la seule qui est prise avec nos 2 échantillons de peau. Donc c'était d'une certaine manière un enfant virtuel. Et cet enfant virtuel, on a tout naturellement tatoué dessus le portrait de la souris de laboratoire sur laquelle l'expérience avait été faite. Donc on se retrouvait avec une hybridation particulière. Bon, effectivement, le projet le plus, on va dire, connu qu'on ait pu faire jusque-là, parce qu'on en a fait toutes sortes qui étaient un peu plus bizarroïdes et difficiles à percevoir. Donc, le plus connu était Que le cheval vive en moi, qui était donc une transmission, alors pas seulement d'immunoglobulines, mais de toutes les protéines en fait du plasma sanguin du cheval, et qui nécessitait une mithridatisation importante. Il y avait une xénotransfusion des 40 familles d'immunoglobulines, mais pas seulement. Il y avait aussi évidemment tout ce qui est alarmine, etc. Et le problème était comment tout cela était possible. Donc quel nombre on mettait, quelle variété, quels seraient les effets de chaîne. Dans la réalité, il y a des gens qui utilisent des parties du sang pour la recherche médicale et pour l'oncologie, mais c'est toujours des familles choisies. Utiliser l'ensemble des familles n'est pas considéré comme thérapeutiquement viable. C'est une expérience totalement gratuite qui a été faite uniquement à des fins artistiques et qui étaient des fins de curiosité pour voir si oui ou non il pouvait y avoir une modification de la physiologie humaine par la physiologie animale. Voilà, donc il y avait plein d'inconnus et la première était l'obligation de mithridatiser, donc de prendre beaucoup de ces familles avant pour être certain qu'il n'y ait pas un choc anaphylactique sur le moment. Alors voilà, on a tout ça produit à chaque fois une expérience qui évidemment est sous forme plutôt performative et des restes qui sont des restes, on va dire, de laboratoire. Donc là, on avait lyophilisé le sang. Et évidemment, tout ça est toujours rattaché à des préoccupations classiques de l'art. Alors pourquoi
D'une part parce qu'effectivement je fais de l'anthropologie à côté, donc je suis très soucieuse de la culture humaine, et Benoît est un historien d'art à l'origine, donc il est très soucieux de l'inscription artistique de notre travail dans une culture qui lui est chère. Donc l'ensemble nous conduit à nous intéresser considérablement à ces questions mythologiques. Voilà, alors, est-ce que ça avance? Le son de Centaure. Alors, tout ça, évidemment, conduit aussi forcément à des quantités de questions éthiques. Et on va voir aussi avec ce projet, puisque à chaque fois, il y a la question de est-ce qu'on a le droit de faire ces choses-là, jusqu'où on a le droit d'expérimenter. Ce projet de Colcheval, à partir du moment où il s'agissait d'une auto-expérimentation, était totalement sauvage, totalement inacceptable au sein d'un laboratoire. On a donc dû embarquer les produits sanguins et faire ça hors laboratoire, avec, on va dire, un accord tacite des chercheurs et aucun accord officiel. Donc c'est toujours le problème. Et quand on a essayé de monter un pseudo-comité d'éthique avec l'hypothèse de réitérer le projet avec du sang de panda, puisque c'était le projet initial, bon, il est évident que le pseudo-comité d'éthique qui contenait des scientifiques, des juristes, etc., a été a priori totalement négatif sur l'hypothèse qu'on puisse poursuivre cette recherche. Alors pourquoi cette histoire d'odeur de sainteté? Personnellement, comme anthropologue, je me suis beaucoup intéressée à des choses qui semblent comme ça un petit peu secondaires, mais qui étaient des choses comme l'odeur de sainteté. Pourquoi? Notamment parce que dès le 19e siècle, il y a toute une partie de la science amusante ou de la science dirigée vers le grand public qui se pose des questions sur la raison pour laquelle des croyances existent. Et notamment, cette odeur de sainteté intéresse considérablement le milieu intellectuel, scientifique de la fin du 19e siècle, qui va développer toutes sortes d'hypothèses sur ce qui créerait une odeur de sainteté. Il y a des publications à ce moment-là, il y en a à l'ABN, des assez amusantes, sur les hypothèses de qu'est-ce que c'est que cette odeur de sainteté. L'odeur de sainteté, c'est une chose qui a été avérée par un certain nombre d'historiens qui ont enregistré, en fait, il y a beaucoup de textes dans l'histoire qui ont enregistré des témoignages selon lesquels des saints, soit morts, soit pas très loin de la mort, auraient des odeurs étonnantes qui s'approcheraient de la violette, de la rose, de l'ambre, de la myrrhe, des odeurs assez suaves, et ça participerait de leur impact sur le public. On a comme ça des choses très récentes sur notamment Padre Pio, dont beaucoup de gens disaient qu'une des raisons pour lesquelles les gens l'écoutaient, c'était cette odeur étrange qui émanait de lui. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est très intéressant d'imaginer qu'il y a comme ça un phénomène physiologique qui imposerait une espèce de respect, et que des gens aient été jusqu'à l'étudier vraiment sérieusement sur le plan scientifique à plusieurs reprises. Alors, par ailleurs, il y a l'histoire de la souris. Vous savez que la souris est un animal qui a été très mal aimé dans l'histoire de l'art classique. Elle est en général la représentation du diable. On retrouve ça dans une étude très connue de Meyer-Shapiro que les historiens d'art apprennent quasi systématiquement, parce que Meyer-Shapiro est un grand élève de Panofsky, qui effectivement étudie dans ce tableau le fait que vous voyez Joseph en train de fabriquer une souricière. Et il fabrique une souricière pour tromper le diable sur l'incarnation du Christ, et évidemment le diable c'est la souris, et en capturant virtuellement cette souris, le peintre témoigne du fait que voilà, la Sainte Famille est protégée. Il y a toutes sortes d'hypothèses sur ce tableau et par Meyer-Shapiro sur le sens de quelle est la souris, quelle est la question de l'incarnation, mais on voit là qu'elle a déjà très mauvaise presse. On peut imaginer du reste que c'est parce que tout le monde savait à cette époque, puisqu'on est au XVe siècle, que c'était le vecteur essentiel de la transmission de la peste au XIVe siècle, et que forcément, à partir du moment où un tiers de la population européenne était morte au XIVe siècle de cette maladie, bon, les rats et les souris devenaient vraiment l'ennemi numéro 1. C'est très fréquent du coup dans notre culture qui est quand même issue d'une culture, on va dire une culture historique qui est issue d'une culture religieuse. C'est très très évident qu'on a comme ça une espèce d'idée sur laquelle la souris est maléfique. Du reste, on le voit parce que les souris sont les premières espèces à disparaître sur la liste de l'IUCN, ce qui est bien la preuve qu'elles sont mal aimées. Et vous voyez par exemple
Sainte Gertrude qui est censée, encore en Belgique, lutter contre le mal et qui se retrouve à dompter les souris qui montent sur sa canne. Alors ça continue beaucoup comme ça. Oups, ça marche pas. Voilà. Oups, non, je vais trop vite. Voilà, ça continue dans toute la peinture flamande en particulier. Apparemment, c'est très classique dans la peinture flamande. On retrouve toujours comme ça des souricières. Et là, vous avez par exemple dans ce tableau de Guérit Doux une vision selon laquelle l'enfant va protéger la grand-mère du mal. C'est-à-dire l'enfant est l'avenir de la société. Et tout ça à travers cette espèce de symbole. Tout ça pour dire que ce qui est très intéressant aussi à nos yeux, c'est que cet aspect dissimulé du sens de l'art, qui n'est pas forcément donné en premier, on espère aussi le voir apparaître dans les œuvres d'art qu'on fabrique. C'est-à-dire qu'il y ait aussi cette espèce de notion narrative et culturelle qui se greffe sur l'ensemble. Et vous voyez qu'on n'en est jamais sorti, puisque vous avez toujours les fameuses tapettes Lucifer qui sont les plus vendues en France et qui sont les tapettes à souris. Comme par hasard, à nouveau, cette fabrique de tapettes a été créée par un Belge, Paul Massy, qui véhiculait toujours cette mythologie de la souris inquiétante. Donc il nous semblait très important d'en arriver aujourd'hui, avec notre amour assez démesuré du monde animal, à une réhabilitation de la souris, puisque la souris est devenue un animal numéro 1 dans la recherche scientifique, qui bien entendu porte un espoir pour les personnes malades. Bon, systématiquement, c'est l'animal le plus utilisé. Donc il y a là quelque chose qui nous semble intéressant, qui est qu'on ne peut pas continuer à le victimiser sans lui rendre l'hommage qui lui est dû. Donc c'était normal aussi que ce soit la souris qui se retrouve en odeur de sainteté et non plus en odeur de maléfice. C'était très important pour nous d'inverser les choses. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai fait toute une recherche à la noix, justement, dans tous les textes qui existaient sur l'odeur de sainteté, sur les hypothèses scientifiques, biologiques, chimiques de l'odeur de sainteté. S'agissait-il de cétose, d'acétonymie diabétique, enfin, bon, mais à chaque fois, l'odeur de ces situations, notamment l'acétonymie diabétique, sont plus proches. Sont plus proches d'odeurs désagréables que d'odeurs magnifiques et florales. Donc bon, tout ça tenait pas trop. Et puis la voie endocrinologique nous semblait peu crédible parce que nous n'avions aucun chercheur qui accréditait des thèses selon lesquelles c'était la modification du système hormonal des seins qui aurait pu créer ça. Donc on a renoncé à la voie endocrinologique, on s'est réintéressé à la question de la dimension chimique de ces odeurs, et notamment tout le point commun entre toutes ces descriptions, c'était finalement des molécules odoriférantes qui ont une grande ressemblance. Et là, on a rencontré Sylvie, et elle nous a dit, mais bien sûr, il suffit de les obtenir par synthèse. Voilà, donc là, je pense que c'est Sylvie qui va poursuivre. C'est ça? Non, il y en a encore une avant. Une? Elle est très chatouilleuse. Hein. Voilà, tiens. Donc oui, quand j'ai rencontré Marion, on avait parlé, donc elle m'avait parlé de cette idée qu'elle avait et du projet qu'elle voulait faire. Et c'est vrai que moi je travaille sur les produits naturels. Et les produits naturels, qu'est-ce que c'est en science? C'est des molécules, des petites molécules qui sont produites essentiellement par des plantes et des micro-organismes. Et ces produits naturels, ils ont un rôle pour les organismes qui les produisent, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Par exemple, pour les plantes, l'odeur de la plante, ça peut avoir un rôle pour la fécondation, ce genre de choses. Pour les micro-organismes, des fois, ils produisent des molécules qui ont des propriétés antibactériennes. Ça peut avoir un rôle de défense pour ces micro-organismes. Mais outre l'intérêt pour ces organismes, ces molécules ont aussi un intérêt pour nous. Et on les utilise beaucoup. Donc, pareil, je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, le pavot qui va donner la morphine, ou le champignon Penicillium notatum, qui est très connu parce que c'est de lui qu'on a isolé le premier antibiotique, la pénicilline.
Et donc, tout un pan de la médecine dépend de ces produits naturels qui sont utilisés beaucoup en tant qu'antibiotiques, mais aussi en tant qu'anticancéreux. Et puis aussi, évidemment, tout ce qui est utilisé par les industries agroalimentaires. Donc là, je vous ai mis par exemple l'exemple de la vanille, où on va extraire la vanilline et qui va être utilisée après pour parfumer des yaourts, des glaces, des produits d'entretien. Enfin, il y a toute une industrie ici qui se développe. Et donc, il y a deux moyens d'obtenir ces molécules. Soit on va partir des organismes qui les produisent. Donc, on va aller extraire, il y a trois moyens, même on pourrait dire. Donc, soit on va aller les extraire à partir des organismes qui les produisent, on va aller purifier la pénicilline à partir d'un milieu de culture du champignon, ou on va aller extraire la vanilline de la vanille. La deuxième option, c'est de le faire de manière chimique. Donc, il y a plein de chimistes qui ont développé des méthodes pour fabriquer toutes ces molécules. Et la troisième option, c'est de le faire fabriquer par des organismes vivants, par d'autres organismes vivants que ceux qui sont originellement les producteurs, c'est-à-dire de remplacer le pavot, le Penicillium notatum ou la vanilline par des micro-organismes. Et on va introduire dans ces micro-organismes l'ensemble des gènes qui sont nécessaires pour produire la morphine, la pénicilline ou la vanilline. Et donc nous, au laboratoire, on s'intéresse aux produits naturels d'une famille de bactéries particulières qui sont les Streptomyces. C'est des bactéries qui vivent dans le sol. C'est des bactéries qui produisent une molécule qui s'appelle la géosmine, qui donne un peu cette odeur de terre mouillée. Donc quand on se promène dans les bois, dans les sous-bois, cette odeur que vous pouvez sentir, qu'elle est produite notamment par les Streptomyces, c'est la géosmine. Et donc ces bactéries, elles sont connues pour produire de très nombreux produits naturels. Et notamment, elles sont à l'origine des 2/3 des antibiotiques qu'on utilise en médecine. Et donc, je pense que vous êtes au courant qu'on a un gros problème avec la résistance aux antibiotiques. Il y a de plus en plus de bactéries qui ont développé des résistances aux antibiotiques qu'on utilise en médecine. Et il y a de moins en moins, on découvre de moins en moins de nouvelles molécules qui ont ces propriétés antibiotiques. Donc, c'est un vrai souci parce que ça veut dire que autant les antibiotiques ont révolutionné la médecine en permettant de soigner des maladies qui avant étaient mortelles, on risque dans 30 ou 40 ans de se retrouver dans la même situation qu'étaient les gens avant qu'on connaisse les antibiotiques, parce que tous nos antibiotiques seront inefficaces. Donc ce à quoi on s'attache au laboratoire, c'est d'essayer de trouver de nouvelles molécules qui ont des propriétés biologiques, notamment antibiotiques, d'essayer de comprendre comment ces bactéries les fabriquent, et ensuite d'essayer de modifier les bactéries pour leur faire fabriquer de nouvelles molécules qu'on aura designées nous-mêmes et qui, on espère, auront des propriétés intéressantes comme des propriétés antibactériennes. Et donc ça, c'est par biologie de synthèse. Alors, quel est le rapport avec le projet Olicoli ? Eh ben, toutes ces odeurs, eh ben, ce sont en fait des petites molécules de la famille des produits naturels. Donc c'était déjà un peu dans mon domaine. Oui, j'oublie que c'est par là. Voilà. Et donc la première question qui s'est posée lorsqu'on s'est dit on va travailler sur ce projet, mais c'est quelle odeur de sainteté on va choisir. Donc Marion m'en avait parlé de plusieurs, on avait parlé de la myrrhe, de l'ambre gris, de la violette. Et donc j'ai été regarder un peu quels étaient les composants qui donnaient ces odeurs de myrrhe, d'ambre gris ou de violette. Pour la myrrhe, c'est très compliqué. Il y a énormément de composés qui donnent l'odeur de la myrrhe. Et surtout, les composés majoritaires, ce ne sont pas forcément ceux qui donnent l'odeur. Donc, il aurait fallu synthétiser beaucoup de molécules en petite quantité. C'était pas réalisable. Et en plus, on connaissait pas forcément toutes les voies de biosynthèse. Pour l'ambre gris, c'est une concrétion intestinale de cachalot. Donc, et ensuite, ces concrétions vont flotter sur l'océan avant de se déposer sur les plages. Et c'est toute une chimie qui est liée à l'action de l'eau de mer, du soleil et de l'air qui vont fabriquer les molécules odorantes. Donc les molécules odorantes, ce ne sont pas des molécules issues d'organismes. C'est après l'action chimique qui permet de fabriquer ces molécules odorantes. Donc c'était pas possible non plus de les faire fabriquer facilement par des micro-organismes. Il restait la violette et là la situation était beaucoup plus favorable. Alors il y a toujours autant de composés, il y a plein de composés qui rentrent dans la composition de l'odeur de violette. Mais il y en a que 2 ou 3 qui sont vraiment, confèrent l'odeur de violette. Et c'était des molécules dont la voie de biosynthèse était connue, dont on savait comment les fabriquer, grosso modo. Donc c'était beaucoup plus facile pour ce projet-là. Donc c'est pour ça que on s'est
décidé pour choisir l'odeur de violette. Donc une fois qu'on avait choisi l'odeur, c'était comment est-ce que on va donner à la souris l'odeur de violette. Donc le plus simple, ça aurait été éventuellement d'utiliser des bactéries de la peau de la souris. Mais en fait, c'était compliqué parce que ces bactéries, elles sont pas forcément très bien connues. Des fois, on sait qu'elles existent par des techniques de séquençage, mais on sait pas les cultiver en laboratoire. Ou même si on sait les cultiver en laboratoire, on n'a pas les outils génétiques au laboratoire pour les manipuler. Donc c'était trop compliqué. Donc l'autre option, c'était d'utiliser une autre bactérie, qui est la bactérie Escherichia coli, qui, elle, est une bactérie du microbiote intestinal, d'une autre, mais aussi de celle des souris. Et c'est un peu la souris de laboratoire du microbiologiste. C'est-à-dire, c'est une bactérie qui est extrêmement utilisée, extrêmement bien connue, caractérisée, et pour lesquelles on a tous les outils génétiques nécessaires pour mener ce genre de projet. Donc nous avons choisi Escherichia coli pour la suite du projet. Donc après, il fallait s'y mettre. Donc il fallait regarder ce qu'il fallait faire pour faire produire à cette bactérie les molécules de ionone qui sont celles qui donnent l'odeur. Donc ça voulait dire introduire 15 gènes dans le génome de la souche, enlever 2 gènes, un qui donne une odeur d'indole qui est une odeur très désagréable. Quand je dis faire des constructions stables et propres, ça veut dire qu'en microbiologie, pour faire une construction, on va utiliser des gènes de résistance aux antibiotiques. Et on voulait pas les laisser après dans la souche, donc il fallait avoir les outils pour enlever ces gènes de résistance aux antibiotiques qui sont juste des outils pour les constructions, pour pas mettre dans la souris des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et donc pour ça, il fallait aussi bien intégrer tout ça dans le génome de la souris. Donc ça fait pas mal d'étapes, pas mal d'expériences à faire au laboratoire, qui sont en cours. Elles sont pas encore achevées à l'heure actuelle. Et donc les questions, parce que c'est comme tout projet scientifique, on sait ce qu'on veut faire, mais on n'est pas sûr d'aboutir. Donc la première question, on retient bien la production d'alpha et bêta-ionone. Donc c'est les 2 molécules qu'on veut produire qui donneront l'odeur de violette. Bon, ça, je suis raisonnablement optimiste qu'on les obtiendra. Mais maintenant, est-ce qu'on les obtiendra en quantité suffisante pour avoir l'odeur qu'on recherche ? Et dans quelle proportion chacune de ces molécules devra être présente pour qu'on ait bien l'odeur de violette? Je connais pas les proportions dans l'odeur de violette. Est-ce que c'est 50-50, 90-10? Je sais pas. Oui, alors la question c'était aussi de ne pas en rester à cette production par Escherichia coli. Vous avez déjà eu comme ça des travaux qui ont été faits sur l'odeur et Escherichia coli, notamment sur le citron. Et pour nous, ce qui était important, c'est que là-dedans, on ait donc une réhabilitation de la souris de laboratoire et du coup qu'effectivement on puisse l'implanter. Pour que cette odeur puisse éventuellement fonctionner, l'idée c'est aussi qu'il n'y ait pas dans le microbiote d'une souris toutes sortes de bactéries déjà présentes qui puissent modifier l'odeur finale que nous chercherions à obtenir. Donc, ça nous obligeait à envisager l'utilisation de souris axéniques. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une souris axénique, c'est une souris qui n'a pas de microbiote, qui est absolument dénuée de bactéries. Comment c'est obtenu ? En fait, les chercheurs ont commencé des souches de souris axéniques à l'INRA en particulier, puisque c'est avec eux qu'on s'est mis à travailler pour l'expérimentation in vivo. Il y a de cela plus de 60 ans. Ça consistait à prendre des bébés souris dans la poche utérine au moment de l'accouchement et puis à les nourrir intégralement en milieu stérile. Donc vous imaginez un peu le truc infernal. Maintenant, ça fait 60 ans qu'il y a comme ça des générations et des générations de souris axéniques. C'est assez intéressant du reste parce qu'on pourrait imaginer qu'on ne peut pas vivre sans bactéries, sans microbiote. Or, il semble que ces souris aient plutôt une longévité supérieure à la normale des souris de laboratoire. En revanche, il semblerait que leur niveau intellectuel est en dessous. Parce qu'apparemment, le développement du système immunitaire par la présence des bactéries est quand même bien nécessaire. Donc, on s'est mis d'accord avec l'INRA pour pouvoir tester
notre Escherichia coli, sachant qu'a priori c'est une tentative sans conséquence pour la santé des souris, de telle sorte qu'on ait effectivement des souris qui aient cette odeur, ou qui émettent biochimiquement, après avoir mangé par transformation, donc une odeur de violette, suave et délicate. Voilà, alors vous voyez un petit peu ce que ça représente, c'est-à-dire que pour nous, évidemment, l'intérêt à la fin, c'est de pouvoir présenter éventuellement les souches, mais surtout la souris en odeur de sainteté, qui sera donc présentée dans un de ces isolateurs, un peu customisé quand même. Et effectivement, ça veut dire qu'il faut la nourrir en la gardant dans l'isolateur. Alors comment on va sentir cette odeur de sainteté ? Tout simplement, ces systèmes d'isolateurs sont des systèmes qui ont un filtre pour les intrants, mais qui n'ont pas de filtre pour l'air qui sort, et donc n'importe qui peut mettre son nez à la sortie de l'isolateur va sentir en théorie cette odeur de la souris. Et puis par ailleurs, nous mettrons à disposition du public les selles de la souris, puisque bien entendu son microbiote aura produit des selles odoriférantes, ce qui en soi a quelque chose d'assez magique, hein. Alors je ne sais pas ce qui suit. Voilà, vous voyez les lignées sexagénaires de souris axéniques de l'INRA, donc qui vivent et qui se reproduisent en milieu stérile. Pour pouvoir maintenir cette collection extraordinaire de souris axéniques, il y a quand même 4 personnes qui travaillent en continu juste à la maintenance en fait de ces souris en vie. Alors effectivement, il y avait ça, c'est toi ou c'est toi, je t'avais dit. Oui, c'est alors bon, il y avait toutes sortes de premières scientifiques dans cette histoire parce que déjà malgré tout la complexité de ces manipulations qui permettront de produire plusieurs molécules d'odeurs de violette différentes au sein, par Escherichia coli, c'est quand même une première au sens où jusqu'à présent on ne s'est pas intéressé à une odeur aussi complexe dans sa production, donc ça a quelque chose d'assez intéressant en termes de biochimie de synthèse. Ensuite, pour nous, il y avait effectivement cette question qui se posait, qui était aussi une question éthique et sociale aujourd'hui, qui était est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on peut imaginer que dans le futur, éventuellement, des systèmes commerciaux vont vouloir produire des microbiotes qui sentent bon en eux-mêmes. Vous voyez, c'est toujours ce fantasme selon lequel vous sentirez bon par vous-même. Moi, je sais que, bon, je suis aussi psychologue et j'ai eu comme ça, notamment à un moment, une patiente extrêmement névrosée qui avait une inquiétude profonde à l'idée de sentir mauvais. C'était une totale phobie de la body odor, hein, de l'odeur corporelle, qui faisait qu'elle consommait une grande quantité de fleurs. Et du reste, elle mangeait plus que des fruits, des fleurs et quelques légumes à peu d'odeur. Et elle avait une odeur très particulière, parce qu'évidemment, vous modifiez complètement votre microbiote intestinal quand vous... Bon, c'est aussi une des sources du projet, c'est-à-dire que ce type d'expérience m'a fait penser qu'un certain nombre de gens étaient effectivement obsédés par ces idées d'odeur corporelle, et donc on s'est aussi intéressé à ça. Il faut savoir qu'on est en train aussi de découvrir ce qu'on a trouvé très très intéressant, que quand vous avez un certain nombre de souris dans un environnement clos, celles qui produisent le plus d'indoles, donc d'odeurs de merde, d'odeurs désagréables, sont aussi celles qui induisent le plus d'anxiété chez leurs comparses. Et donc on est en train de faire en ce moment toutes sortes de... à l'INRA en particulier, des psychologues cliniciens font toutes sortes de corrélations entre ces questions d'odeur corporelle et de dépression, d'anxiété, etc. Donc en gros, c'est toujours ce qu'on découvre en ce moment sur le microbiote. Donc la notion de sentir bon en soi pose question. Alors à nos yeux, elle pose aussi question au sens où on peut s'emparer de ces technologies et décider du jour au lendemain de les utiliser sur l'homme. Pourquoi pas ? Il y a un Johnson & Johnson, n'importe quel grand groupe, L'Oréal peut avoir envie de vous proposer une petite souche qui vous permettra de sentir bon en vous-même. Et là aussi, il nous semblait important que ce soit un projet un peu gratuit, Arts et Sciences de recherche, qui lance une idée farfelue comme ça, pour que le public puisse s'emparer de cette hypothèse avant qu'elle ne soit proposée par un système commercial de groupe XYZ qui puisse éventuellement même l'appliquer sans que nous le sachions, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui ont lieu.
Voilà. Ensuite, donc effectivement, c'est ce que je disais, on est en train de découvrir l'influence des odeurs émises par le microbiote sur le psychisme. Et puis il y avait aussi cette chose qui quand même nous amusait beaucoup, c'est que toutes ces descriptions historiques et anthropologiques de l'odeur de sainteté qui fait que les gens sont fascinés par l'odeur qu'aurait émis Thérèse d'Avila, Padre Pio, etc. On ne les a jamais rencontrés nous-mêmes, donc c'est une grande frustration d'imaginer que c'est un loupé finalement. Vous n'avez pas cette possibilité de rencontrer un saint au coin de la rue et d'avoir cette expérience. Et il nous semblait intéressant aussi de populariser, tout en redonnant à la souris ses lettres de noblesse, cette expérience, c'est-à-dire la possibilité de l'aspect magique que représentait un corps qui sent bon en soi d'une manière assez étonnante. Je pense qu'après, c'est des questions. Ça, c'est tout. Enfin, c'est nous. Voilà, alors, il y a toutes sortes, évidemment, de questions éthiques qui sortent de cette hypothèse. C'est-à-dire, vous doutez bien que ce qui est très problématique en art et sciences, en particulier avec ce genre d'expérience, c'est que finalement, il y a une obsolescence programmée. Aujourd'hui, ça semble assez révolutionnaire de pouvoir modifier un Escherichia coli génétiquement pour qu'il produise des odeurs extraordinaires. Demain, je pense que ce sera extrêmement commun. Donc, ce qui fait qu'il puisse y avoir là-dedans un projet d'ordre artistique, c'est qu'au niveau de notre sensibilité, quelque chose doit avoir lieu. Et en gros, pour nous, c'est cette complexité de la lecture globale entre le fantasme mythologique, l'aspect magique un peu étrange de l'expérience, mais aussi justement la question éthique de la manipulation du vivant aujourd'hui, et puis ces questions multiples qui se posent quand on travaille avec la biologie, qui sont est-ce qu'on a le droit d'utiliser des organismes vivants, jusqu'à quel point? Qu'est-ce que c'est que cette idée de sanctifier un animal de laboratoire? Alors là, je me réfère à un des partis qui se présente pour les élections présidentielles qui viennent, auquel j'ai tout de suite adhéré, qui est le parti animaliste. Donc effectivement, qui est un parti qui fait passer l'animal en premier. Et donc toutes ces choses-là, il y a un article de Dominique Lestel dans Libération là-dessus. Et puis effectivement, il y a les questions de redéfinir l'animal modifié par l'homme grâce à des concepts culturels humains. Alors est-ce que c'est encore un animal ou est-ce que c'est un humain? Un humain par artificialisation humaine de l'animal. Vous voyez, toutes ces définitions du vivant nous semblent extrêmement importantes. Ça va très loin, l'anthropologie holistique avec Julian Jaynes. Oui. Il y a beaucoup d'hypothèses sur ce qui fait différer un humain d'un animal. Et tout ça nous intéresse dans ce type d'expérience. Et oui, c'était juste. Je crois qu'après, oui, j'avais juste, voilà. Mais c'est juste parce que pour moi, j'aimais bien ce projet aussi parce que justement, ça permettait, à travers l'art, de parler de la biologie de synthèse. Et pour moi, qui travaille dans ce domaine, c'est quelque chose qui pose énormément de questions éthiques. Il y a énormément de possibilités actuellement. On peut faire plein de choses, mais jusqu'où jusqu'où on va aller? Quelles limites on va se donner? Parce que alors voilà, on peut se poser la question, c'est ce que disait Marion, quels organismes on va modifier? Est-ce qu'on va se contenter de modifier des micro-organismes? Est-ce qu'on va modifier des plantes, des animaux, voire l'homme? Et pour quels objectifs? Est-ce que c'est pour produire des médicaments pour guérir des gens? Est-ce que c'est pour produire des arômes ou des parfums pour l'industrie alimentaire? Est-ce que c'est pour produire des biocarburants, guérir des maladies? Tout ça, c'est pas des choses que je sors de ma tête, c'est des choses sur lesquelles les gens travaillent actuellement, ce genre de projet. Et il y avait juste une dernière diapo où c'était voilà, donc si on va sur l'homme, après se pose la question de quelles cellules on va modifier. Est-ce qu'on va simplement guérir les gens? Est-ce qu'on va aller toucher aux cellules germinales et modifier leur hérédité? Et là, il y a des énormes enjeux. Et il y a une technologie récente, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle la technologie CRISPR-Cas9, qui permet de couper l'ADN. Et cette technologie, elle est extrêmement facile d'utilisation. Et les gens, maintenant, partent vraiment là-dessus pour modifier l'humain. Alors, certes, pour beaucoup, c'est pour guérir des maladies, mais néanmoins, il y a certains groupes qui veulent aussi toucher aux cellules germinales, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière. Donc voilà pourquoi ce projet m'intéressait aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux éthiques sur la biologie de synthèse et qu'il faut y réfléchir avant
avant de se lancer dans n'importe quel projet. Et il faut dire que même dans ce cadre art et sciences, ce projet, d'une certaine manière, pose déjà question, puisque on n'est même pas pour l'instant encore certain d'avoir les autorisations pour le présenter, parce que il pose déjà des soucis éthiques et des questionnements sur la gratuité de la recherche qui est menée, ne serait-ce qu'au sein du CNRS ou de la Diagonale pour l'exposition. C'est-à-dire que tout de suite, les gens qui étaient chargés de sa première exposition se sont interrogés sur est-ce qu'on a le droit de mettre en œuvre un tel processus à des fins gratuites. Alors, pour nous, cette dimension mythologique, éthique, etc., n'est pas gratuite, ni pour Sylvie, parce qu'effectivement, comme elle le dit, c'est ce genre de projet qui, a priori, n'ont justement pas d'application scientifique définie, qui va forcer les gens à envisager tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, finalement, avant que ce soit récupéré par l'industrie. Et donc, là, je dirais, cette espèce de dimension éthique et un peu tendue crée déjà des problèmes, ce qui est très intéressant dans ce cadre art et sciences, ce qui est la preuve qu'il y a quelque chose qui n'est pas simple à gérer à travers ça, et qui n'est pas simplement le côté un petit peu humoristique de la mythologie religieuse. Voilà. Avec Leonardo, je suis impliquée dans un projet qui s'appelle Trust Me, I'm an Artist, où Marion et Benoît avaient présenté donc le projet du panda, et où on a précisément ces interrogations-là. C'est-à-dire, on vous autorise à le faire, mais après, vous pouvez plus le montrer. Ce qui quand même est une question sur le plan artistique et social, un peu compliquée. Enfin, je trouve intéressante. Rassure-toi, on va la contourner très simplement. Non, mais ça, je vous fais confiance. Mais je trouve que, voilà, qu'on autorise à fabriquer et qu'après potentiellement on n'autorise pas à montrer, c'est une question assez D'abord, essentielle. il y a la liberté de culte et nous allons créer un nouveau culte qui est celui de la souris. Donc, si tu veux, à partir de là, il y a toutes sortes de moyens de forcer le système de monstration. Bien, vous aviez un commentaire, c'est une question. Oui, je voulais juste mettre une interrogation sur la notion de l'odeur et de la sexualité, parce que l'odeur, ça a un rapport direct à la sexualité aussi pour les souris, je pense. En particulier, les souris mâles sont hyper odorantes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de ce côté-là des trucs marrants et des trucs assez drôles à voir ? Sur le plan endocrinologique, on sait parfaitement qu'effectivement, forcer la quantité de phéromones produites va avoir des impacts assez amusants. Mais ce qui nous intéressait, c'était justement de sortir de cette dimension extrêmement animale connue dans notre culture, qui est l'échange sexuel d'odeurs qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas l'un sur l'autre. Dans cette notion d'odeur de sainteté, ce qui est très intéressant, c'est qu'il semble qu'il y ait une notion d'unicité. Alors déjà, on l'a fait sauter, parce que si on a une souris, c'est-à-dire qu'on peut en avoir 10, donc d'une certaine manière, même le côté exceptionnel de la chose est démystifié, ce qui est un problème aussi. On pourrait dire qu'on s'attaque à un mythe important. Mais il y a l'idée que derrière ce mythe, on a justement une désexualisation, c'est-à-dire que c'est une vision d'une pureté d'odeur qui aurait un aspect suave, magique et justement asexuel qui fonctionnerait. Donc ça nous semble beaucoup plus intriguant, parce que en fin de compte, si vous regardez les parfums, ils sont rarement sexués. Enfin, il y a un peu d'ambre dedans, mais ça va pas très loin. Dans la réalité, la plupart des parfums qu'on vous vend sont des parfums végétaux, enfin inspirés de molécules végétales. Non, on attend de voir si la souris en odeur de sainteté est fuie ou au contraire adorée. On peut repousser les très autres, important. Il y a toute une observation sociologique derrière. Ça, les souris de laboratoire. Ah oui, ça c'est passionnant. Si ça se trouve, elle va attirer tout le monde. Le parfum de ses skis. Ou au contraire, les repousser parce qu'elle est bizarre. Je voudrais savoir, en fait, pour vous, jusqu'où la transgression par l'art peut aller dans ce domaine où effectivement on frôle, on est effectivement dans un... Bon, Annick nous a dit c'était autorisé, mais par qui en fait ? Montrer des organismes génétiquement modifiés, ce qui sera le cas ici, même si c'est une modification tout à fait, pas simple d'un point de vue scientifique, mais en tout cas qui n'emmène pas des choses extravagantes, devient quasiment impossible aujourd'hui. Oui. Donc des œuvres d'art qui étaient montrées il y a 15 ans,
avec un minimum de sécurité, mais sans se préoccuper. Enfin, c'était autorisé. Aujourd'hui, il faut des laboratoires de sécurité de classe 2, il faut tout un ensemble de choses qui fait que vous pouvez le créer, mais plus le montrer. Effectivement, il y avait eu la fameuse expérience de la souris qui avait été modifiée génétiquement, qui était jaune, ou quoi, qui était devenue jaune ou verte, je ne sais plus. Oui, c'est ça, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, mais effectivement, la question plus généralement, c'est jusqu'où l'art peut transgresser. Ça, je dirais que est-ce que c'est à l'artiste d'y répondre? Enfin, je veux dire, l'artiste, il a ses hypothèses. Nous, on a construit avec Benoît cette hypothèse parce qu'elle nous semblait avoir une polysémie riche et en plus poser des vraies questions éthiques. L'art ne transgresse pas, je pense, gratuitement. C'est-à-dire que de toute façon, chaque transgression que l'art conçoit, d'abord, je ne pense pas qu'il le conçoit nécessairement comme une transgression, mais il le conçoit d'abord comme un questionnement par rapport à une plausibilité actuelle. Dans les faits, on peut aujourd'hui modifier son odeur corporelle par des organismes génétiquement modifiés. Rien que d'apprendre ça, ça pose question, parce que ça veut dire que qu'est-ce qui va plutôt empêcher des organismes commerciaux, des entreprises ou quoi, de vouloir s'en emparer. Et on s'est déjà emparé des nanomolécules dans des produits courants sans connaître véritablement à terme des conséquences que ça peut avoir. On découvre ça joyeusement au détour des problèmes de barrières hémato-encéphaliques. Mais voilà, le problème, c'est que d'une certaine manière, c'est aussi de la responsabilité des artistes, des créateurs, des écrivains, de mettre le doigt sur ou de rendre conscience ces situations que le grand public ignore s'il n'a pas accès à la science. Donc je dirais, nous, on choisit des exemples qui semblent un peu farfelus, parce que derrière cette dimension mythologique farfelue, etc., le questionnement va forcément intervenir. Si c'était trop neutre, je suis même pas sûre que ce serait vu aujourd'hui. C'est très complexe, hein. Et il faut donc que l'enjeu soit sensible. Peut-être Benoît a quelque chose à dire, non? Tu veux pas venir? Moi, j'ai une question sur la forme. Alors, à part peut-être la première souris de départ avec les cultures de peau, c'est la première fois que tu travailles sur du vivant qui est pas toi, enfin, ou qui est pas vous. Oui, moi, j'ai pas encore obtenu l'autorisation par Sylvie d'avaler la colis, mais bon, j'y pense. Donc, je voulais savoir pourquoi vous êtes parti sur ce vivant, donc non vous. Qui encore une fois, qui dans le parcours artistique que vous avez fait est un peu une première depuis. Et la deuxième chose qui est pourquoi choisir justement d'essayer de montrer la souris dans ces conditions qui sont sans même parler d'autorisation qui sont quand même difficiles, et de pas avoir une autre incarnation du projet que le vivant. Alors. Parce que dans votre création, justement, vous avez utilisé tout un ensemble d'autres médiums qui transposaient ces questions, et notamment les questions culturelles aussi dans d'autres médiums. Donc pourquoi ce choix du vivant et pourquoi sous cette forme-là? On l'a déjà fait, le choix du vivant, hein. On s'est retrouvé avec des chiens initiés à l'Iboga, on a eu la souris Epsilon. Enfin, il y a eu un certain nombre de vivants dans notre travail, y compris animal, hein. Donc non, c'est pas une nouveauté. En revanche, pourquoi là on l'a choisi? Parce que de toute façon, on n'avait pas un droit immédiat de passer à l'acte avec l'humain, ce qui eût été assez intéressant aussi, mais c'est vrai que c'est très complexe, c'est encore plus complexe. Pourquoi? Parce que comme je le disais, quand on a fait des expériences sur nous-mêmes, on l'a toujours fait d'une manière sauvage. Il est bien entendu qu'aucun laboratoire n'accepte ce genre d'expérience a priori, ne serait-ce que parce que dans un laboratoire, vous avez d'abord des lois éthiques sur l'anti-auto-expérimentation. Enfin bon, donc voilà, c'est très compliqué de passer à l'humain. Ensuite, il n'y a pas que la souris vivante, hein. J'imagine qu'à un moment elle sera morte, je ne sais pas dans combien de temps. On aura toutes les traces que sont ces selles, on va les collectionner, puisqu'elles vont continuer à sentir. On pourra les mettre de côté. Il y a eu la merde d'artistes, il y aura de la merde de souris saintes, voilà. Je m'intéresse beaucoup du reste à la merde dans l'art depuis longtemps. Donc en fait tout ça c'est de l'incarné, c'est du vivant, ça c'est important.
quel qu'il soit finalement. Ensuite, je sais pas, tu vois, finalement dans cette histoire, la souris, elle n'est pas a priori non plus une victime, puisqu'on va la sortir d'un cadre de laboratoire en faisant cette expérience. Elle va devenir un truc exceptionnel et bizarre, peut-être même par rapport aux autres, justement, on n'en sait pas, on n'en sait rien. Et ça, c'est aussi une bataille qu'on va avoir. Est-ce qu'on a le droit de garder la souris? Mais est-ce qu'il y a dans vos préoccupations un versant esthétique? Comment donner à voir? Comment donner à sentir plus qu'à comprendre? Comment sortir à la limite de ce qui est pour des possibles de l'imaginaire formel? Le fait d'avoir des artefacts qui vont être des selles de souris, etc., c'est en soi, comme je disais, une œuvre. Hein. Mais considérez ça comme une question. Oui, mais pour nous, c'est pas de la bêtise. Parce qu'il n'y a pas que la compréhension dans la vie. Tout à fait, mais on en tient compte. Voilà, je ne peux pas être plus... je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai qu'on en tient compte, que c'est très important pour nous, ça l'a toujours été. Et l'aspect comment dire, incarné des objets, esthétiques, a toujours compté énormément dans notre travail. Et n'a jamais posé de problème. D'où le recours au tatouage, à des choses comme ça. Est-ce que vous auriez pu, puisque tous les micro-organismes produisent des substances naturelles odoriférantes, passer par une approche de sélection artificielle où graduellement ce serait approché d'une odeur et à ce moment-là même des trucs beaucoup plus complexes tels que l'odeur de myrrhe ou de je sais pas, de merde de cachalot, j'oublie de quoi. Donc, on aurait pu graduellement essayer de s'approcher de... Donc, c'est simplement une alternative beaucoup plus soft, si on veut. De génération en génération. Alors, en théorie, c'est possible, mais en pratique, ça me semble très compliqué, parce que déjà, il faudrait... Bon, si on laisse simplement l'organisme évoluer comme ça, c'est des gènes qui sont pas du tout dans le micro-organisme de départ. Il faut qu'il y ait un intérêt pour que s'il y a des mutations dans les organismes, bien sûr elles apparaissent tout le temps en permanence, mais pour qu'elles soient sélectionnées, qu'elles soient gardées, il faut qu'elles aient un intérêt pour l'organisme. Là, il faudrait... alors, on peut imaginer que ce soit d'autres voies de biosynthèse qui se mettent en place, mais il faudrait, si on prend la voie de biosynthèse classique, il faut introduire une quinzaine de gènes. Ces mutations, ça me semble vraiment difficile parce qu'il n'y a pas de raison que l'organisme il trouve un intérêt. Et donc, du coup, il ne va pas les garder. Il n'y a aucun intérêt à un chihuahua et à un doberman d'être différents du loup. Mais de génération en génération, par sélection artificielle, on a réussi à créer ces organismes-là qui même ne sont plus capables de se reproduire les uns avec les autres. Donc, ce ne sont même pas des organismes naturels. Donc, c'est ça le processus de sélection artificielle que je me demandais si ça existait en microbiologie, ce type de processus-là. On peut faire des sélections, mais déjà, il faut avoir un bon crible de sélection, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir trouver le bon moyen de sélectionner la bactérie qui aura les critères qui nous intéressent. Et ça, c'est pas forcément facile, c'est même compliqué souvent la plupart du temps. Une bactérie, pour qu'elle produise de l'odeur de violette à partir de ces gènes existants, oui, en théorie, c'est pas impossible, mais c'est hautement improbable, quoi. Et ça prendrait beaucoup de temps. C'était aussi l'objet de la première recherche, qui était comment, dans la réalité, ça existe, cette histoire d'odeur de sainteté. Et en fait, ça reste quand même un point d'interrogation. Hein. Si ce n'est qu'il n'est pas impossible que ce soit microbiotique. Parce que finalement, au moment où les gens cherchaient ce que ça pouvait être, personne n'avait l'hypothèse microbiotique. Donc il est possible que ce soit une alimentation particulière liée à des désordres pancréatiques ou autres qui finissent par produire ça. Mais effectivement, du coup, on serait proche de la sélection si on avait choisi des bactéries soumises à des enzymes particuliers dans des cadres de nourriture spécifiques. Mais c'est une recherche de siècles, enfin de dizaines d'années. Mais on espère qu'un jour on aura des fous qui vont faire ça. Mais on n'a pas encore trouvé. Moi, j'aurais une dernière question pour vous, Sylvie, qui est
En termes de recherche scientifique, c'est un peu une recherche entre guillemets gratuite. Les chercheurs ont de moins en moins le loisir, si je puis dire, ou la possibilité d'être dans des recherches plus libres. Est-ce que vous attendez quelque chose qui va vous ouvrir d'autres voies par rapport à vos recherches, au cœur de votre recherche scientifique à travers ça, ou pas nécessairement? Comment est-ce que vous abordez cet aspect-là, d'avoir un espace de liberté, on va dire, dans un quotidien de chercheur? Un espace de liberté, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve de l'argent pour mener nos recherches, mais il nous reste quand même, si on arrive à trouver cet argent, on arrive à faire nos recherches. Donc je trouve qu'on a quand même une certaine liberté, même si elle est peut-être moindre que ce qu'elle pouvait être avant. Et pour moi, ce projet-là, est-ce que ça a un impact sur ma recherche? Pas vraiment. C'est un projet que je trouvais intéressant. Ça touche quand même des choses que je connais bien, évidemment, sinon je ne me serais pas lancée là-dedans. Donc là, ça ouvre aussi, ça permet de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres aspects, d'autres manières de penser. Et je trouve que ça, par contre, c'est très positif dans tous les cas. Merci.